Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Vous êtes sur Africable Télévision. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Lomé, la capitale du Togo, accueille depuis ce jeudi la 15e Assemblée générale du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest. Cette réunion va discuter des questions et défis de sécurité des personnes et des biens qui se posent à la sous-région. Nous irons au Sénégal avec la 2e conférence internationale sur les géoparcs en Afrique et au Moyen-Orient. Cette rencontre qui vise à vulgariser la culture scientifique marque le lancement de l'initiative Géoparc et des centres des sciences en Afrique francophone. Et puis au Libéria, le triste sort des orphelins de l'épidémie d'Ebola. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ils sont 3700 en Afrique de l'Ouest et le nombre pourrait doubler si rien n'est fait. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. L'actualité, c'est avec le retour triomphal d'Ourou Kenyatta au lendemain de sa comparution devant la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. L'un des avocats du président kenyan a demandé non-lieu des poursuites pour crimes contre l'humanité. Les faits remontent aux violences post-électorales survenues il y a 7 ans. L'accusation a demandé l'ajournement du procès, mais le maintien des charges qui pèsent contre le chef de l'État. La Cour rendra sa décision à une date non précisée. Je l'annonçais en titre, Lomé, la capitale du Togo, accueille depuis ce jeudi la 15e Assemblée générale du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest, CCPAO. Cette réunion va discuter des questions et défis de sécurité des personnes et des biens qui se posent à la sous-région. Également d'autres sujets pertinents, notamment Boko Haram, piraterie maritime, trafic illicite de stupéfiants et de faux médicaments, et même Ebola, seront les sujets sur lesquels vont plancher les chefs de police réunis dans la capitale togolaise. Ce vendredi, les chefs des services de renseignement devront se retrouver à leur tour, puis samedi, ce sera le forum des ministres de sécurité des pays membres de la CEDEAO. Nous poursuivons avec l'actualité. La jeunesse marque déjà le pas tout droit vers le prochain sommet de la francophonie. Il s'agit du 15e à Dakar justement. Un forum a réuni les jeunes de cet espace qui discuteront avec les autorités et autres organismes intervenant dans le secteur agricole de la problématique de l'emploi des jeunes. Cette rencontre, il faut le rappeler, est à l'initiative du ministère sénégalais de l'Emploi et du Conseil national de la jeunesse. Mamadou Dieye, Mbendamba et Antoumar pour le compte-rendu. Encourager la pleine participation de la jeunesse à la création des richesses et résoudre par là l'épineuse question de l'emploi des jeunes, c'est tout le sens de ce forum qui annonce les couleurs du 15e sommet de la francophonie. Une interrogation est dès lors placée au centre des débats. Comment aborder la question de l'emploi face à la diversité de la problématique et des préoccupations? Jusqu'ici, les politiques ont toujours pensé, donc réfléchi par rapport à l'avenir de la jeunesse. Et quand on parle de chômage, on parle encore une fois, on pense aux jeunes. Donc il est important d'imprégner les jeunes par rapport aux problèmes qui les concernent. Donc c'est dans ce siège, encore une fois, que nous réfléchissons par rapport à des solutions pour trouver une solution de manière significative et durable par rapport à la problématique de l'emploi des jeunes. Les affres du chômage maintiennent forcément l'individu dans le lien de la dépendance. Et quand on n'a rien, on est prêt à tout. Il est donc évident que cette question de l'emploi est devenue le centre de préoccupation de tous les États et de toutes les institutions internationales. Cette rencontre de 2 jours regroupant des jeunes de l'espace francophone constitue une tribune d'échange sur les solutions et blocages à l'entrepreneuriat des jeunes, lesquels voulant s'investir dans des secteurs comme l'agriculture. Aujourd'hui, s'il s'agit de refaire l'agriculture telle que nos grands-parents le faisaient, ce n'est pas important. Parce qu'il y a une faible productivité, aussi il y a vraiment un manque de moyens énorme qui aujourd'hui gangrène le secteur. Donc, ce qui fait que nous,
l'agriculture qu'on veut faire, c'est une agriculture donc, au sens donc, moderne. 17 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail en Afrique au sud du Sahara. Selon le conférencier du jour, il faudra remodeler les politiques d'emploi en fonction des données économiques. Nous restons toujours dans la capitale sénégalaise avec la deuxième conférence internationale sur les géoparcs en Afrique et au Moyen-Orient. Après celle organisée au Maroc en novembre 2011, en voilà de nouveau réunie la communauté scientifique pour vulgariser la culture scientifique. Cette rencontre internationale marque le lancement de l'initiative des géoparcs et des centres des sciences en Afrique francophone. Mariam Mbengfaye, Suleiman Anne et Antoumar. Le géopatrimoine au service du développement socio-économique local durable. Tel est le thème de la deuxième conférence internationale sur les géoparcs en Afrique et au Moyen-Orient. Une rencontre qui vise à impulser une nouvelle dynamique à la politique de la recherche, à la promotion et au développement de la culture scientifique. Il est heureux de constater que le mouvement géoscientiste et des centres des sciences s'est répandu dans le monde, de sorte que ces structures se mettent en place pour promouvoir le géotourisme, booster le développement socio-économique des terroirs et contribuer à la protection de l'environnement. Cet atelier constitue une journée de réflexion en prélude au 15e sommet de la francophonie prévu en novembre. En accord avec le thème du sommet, l'atelier se focalise sur le développement de la culture scientifique et technique pour renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la science, la technologie et innovation STI. D'une manière générale, cet atelier cherche à développer une stratégie de communication scientifique et technique efficace pour rapprocher la science de la société. Le gouvernement du Sénégal, pour sa part, a réaffirmé le rôle de la science, de l'innovation et de la technologie dans son processus d'émergence économique et sociale. Notre combat pour une Afrique plus compétitive dans le développement scientifique reflète toute la mesure des défis à relever dans notre quête du mieux-être et du mieux vivre. Pour notre part, le Sénégal ne saurait être en reste pour témoigner sa solidarité aux actions louables que mènent vos organisations. Ces acteurs comptent se mobiliser autour des progrès scientifiques et techniques, et tout cela pour la valorisation et la préservation du géopatrimoine. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'habitat, la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali a procédé ce jeudi à l'inauguration du pont de passage de Gouana-Missala. La cérémonie a été initiée par le ministère malien de l'urbanisme et de l'habitat en collaboration avec la CONASCO Mali. Reportage Fatoumata Togola, Daouda Doumbia. Commentaire Albertine Dotzey. Ce pont en béton armé d'une longueur de 20 mètres avec une largeur de chaussée de 7 mètres et 2 trottoirs d'1 mètre chacun est un ouvrage qui permettra aux populations des villages riverains de Gouana et de Missala de ne plus connaître de perte de vies humaines qu'ils déploraient tous les ans en période hivernale. Les travaux ont été réalisés pour un montant de 367 424 072 francs CFA. Cette journée instaurée par les Nations Unies est placée cette année sous le thème de la voie des taudis, toute chose que nous nous battons depuis quelques années déjà, à savoir l'accès du plus grand nombre de personnes à la propriété foncière et immobilière, notamment l'amélioration durable du cadre de vie de nos populations. L'avènement de ce pont de passage de Missala Gouana, dénommé Fougada, reflète toute une histoire de cohésion et de paix entre les frères de Missala et de Gouana pour un meilleur vivre ensemble. Avec cet ouvrage, le développement du village sera de nouveau accéléré grâce aux différentes activités maraîchères que nos femmes entreprendront par l'usage de ce pont. Il incarne aussi la solidarité agissante entre les coopératives d'habitat et les villages environnants et favorise ainsi la participation de tous au développement du pays. L'économie réalisée par la suite aux appels d'offres, a permis également, faut-il le souligner, l'élargissement de la largeur de la chaussée de l'ouvrage à 7 mètres au lieu de 6 prévus au départ. L'aménagement de la voie de raccordement à la route de Kalabankoro.
la réalisation de bajoyers, construction des parois des caniveaux. Et enfin, la prise en charge des mesures environnementales par la plantation d'arbres. Les travaux réalisés dans les délais requis favoriseront également l'accès aux parcelles d'une superficie totale d'environ 200 hectares répartis entre 41 coopératives destinées à la réalisation de logements décents et à moindre coût. Nous restons au Mali. La ferme Ecoferme P3, située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Bamako, a reçu la visite de l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali. Le diplomate est allé s'enquérir de la réalité dans un secteur de plus en plus prisé et s'est dit très satisfait à la fin de la visite vu les réalisations sur place. C'est un reportage signé Daouda Kamate et Sekou Doumbia. Partie de la volonté d'un homme de faire de l'agriculture le moteur du développement du Mali, la ferme de M. Adama Berté, dénommée Ecofem P3, enregistre déjà 3 années d'existence. Que le chemin parcouru, les investissements sur cet espace de 20 hectares allient à la fois modernisme et traditionnalisme, subdivisés en 3 entités dont la polyculture, le polyélevage et la pisciculture. Ici, l'on se croirait dans un village d'Éden tant l'évolution et le volume des activités suscitent le désir et la passion de ne pas se faire raconter. Voilà qui ne laisse pas indifférent l'ambassadeur des Pays-Bas qui n'a pas caché sa satisfaction pour avoir visité les réalisations d'un homme qui a cru en ses capacités de transformer la nature à ses fins. Cette visite était très intéressante. C'est vraiment une bonne chose de voir une personne qui prend l'initiative, qui a le courage pour investir et de le faire étape par étape. Pas avec une très grande échelle immédiatement, mais assez bien et assez fort, avec un intérêt sur la qualité. Avec une ambition d'améliorer la productivité de la ferme pour répondre aux exigences de qualité et de quantité pour le consommateur, ces actions rentrent dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire et la création d'emplois. Pour ce qui concerne la pisciculture, le promoteur se fixe comme objectif, à travers des étangs de 400 à 600 mètres carrés, de produire au moins 2 millions d'enlevins et 20 tonnes de poissons par an, dont la taille varie entre 250 à 300 grammes l'unité. Selon lui, cette visite ne fait que le réconforter dans sa mission. C'est une œuvre où il a qualifié cette œuvre qui va dans le sens du développement de ce pays. Et moi, ça me va droit au cœur. Malgré ces progrès obtenus, Ecofem P3 est confronté à des difficultés telles que le manque de conseillers et de personnel qualifié, le manque d'eau et aussi et surtout la problématique liée à l'écoulement de ces produits sur le marché. Aujourd'hui, la ferme a besoin de partenaires crédibles pour évacuer ses productions, soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Et le reste de l'actualité en bref et en images, rassemblé et commenté par Albertine Dotsey. Au Togo, à l'approche de l'élection présidentielle, l'opposition veut empêcher le président Faure Gnassingbé de briguer un 3e mandat de 5 ans, mais elle dispose de peu de moyens de pression et peine à s'exprimer d'une seule voix. Les tractations entamées mi-août par les partis d'opposition pour désigner un seul candidat à la présidentielle n'ont rien donné pour le moment. Les autorités nigérianes accusent Pretoria d'avoir bloqué une livraison d'armes d'environ 5,7 millions de dollars avec une entreprise sud-africaine, alors que le président nigérian Goodluck Jonathan aurait informé son homologue Jacob Zuma sur cette commande. Le Nigeria avait signé un contrat d'achat de matériel militaire, mais Pretoria a gelé cette somme virée sur le compte bancaire de l'entreprise sud-africaine. Le Soudan du Sud vient d'adopter une législation controversée renforçant encore les pouvoirs de ses puissants services de sécurité. La nouvelle loi permet désormais à ce service de procéder à des arrestations sans mandat. Par contre, les personnes interpellées devront être présentées à un tribunal sous 24 heures. L'ex-entraîneur des Black Stars du Ghana, Kwesi Appiah, a donné à la Fédération ghanéenne de football un ultimatum d'1 semaine pour que ses primes et indemnités lui soient versées. Des primes et indemnités liées au match du Ghana contre l'Ouganda et le Togo, mais aussi pour la victoire contre les éperviers du Togo. Passé ce délai, Kwesi Appiah envisage de convoquer la GFA auprès de la FIFA afin de rentrer en possession de ses dus.
Et enfin, le ministère tunisien en charge de la jeunesse et des sports vient de décider du report de toutes les compétitions sportives inclus entre les 20 et 30 octobre. Une décision pour permettre d'assurer les meilleures conditions de déroulement des élections législatives prévues pour le 26 octobre prochain. Après ce tour d'horizon de l'actualité, nous en venons à présent à l'un des titres de cette édition. Le triste sort des orphelins de l'épidémie d'Ebola. Des milliers d'enfants sont condamnés à vivre en quarantaine, bien avoir échappé à la maladie. Nous sommes au Libéria. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ils sont 3700 en Afrique de l'Ouest et le nombre pourrait doubler. Des enfants seuls au monde. Promise, jeune fille de 16 ans et ses 2 petits frères sont les seuls survivants de la famille Cooper, décimée par Ebola. Emmanuel Junior, le plus jeune, a été contaminé, mais il est désormais hors de danger. Promise et Benson, eux, n'ont pas contracté le virus, ce qui ne les empêche pas d'être traités comme des pestiférés dès qu'ils sortent de chez eux. Si je m'assois sur une chaise, ils la lavent avec un produit avant de s'asseoir dessus. Personne ne veut de notre argent. Leurs 2 parents sont morts du virus cet été, tout comme une de leurs sœurs en bas âge. Un autre petit frère atteint par la maladie a été emmené, mais ils ne savent pas s'il est toujours en vie. Les 3 enfants n'ont nulle part ailleurs où aller et restent donc dans cette maison marquée par le deuil. Ils peuvent heureusement compter sur les passages de Canyon, un travailleur social qui les ravitaille en produits de première nécessité, comme il le fait pour d'autres orphelins du quartier. Quand je vais au travail, je passe leur parler, voir s'ils vont bien. Je voulais savoir s'ils ont d'autres familles ailleurs, mais personne ne le sait. Mais même quand les enfants ont des membres de leur famille prêts à s'occuper d'eux, ils sont toujours l'objet de méfiance. Miamou a 7 ans, elle est aujourd'hui confinée dans cette clinique car toute sa famille a été tuée par Ebola. Et Linda, sa tante par alliance, seule proche qui lui reste, ne peut pas la ramener chez elle. Mon propriétaire et mes voisins ne veulent pas qu'elle vienne ici car ils ont peur qu'elle soit malade et qu'elle contamine leurs enfants. L'UNICEF a ouvert des centres comme celui-ci dans la périphérie de Monrovia pour recueillir les orphelins d'Ebola. Selon l'organisation, ils sont 3700 en Afrique de l'Ouest, un chiffre qui pourrait doubler d'ici la mi-octobre. Retour au Sénégal, le pays se dote de nouveaux manuels pour l'élémentaire. Ils sont au nombre d'1 441 000 manuels acquis avec l'appui du gouvernement du Canada. Une réforme qui fait suite à l'adoption d'un nouveau curriculum de base qui compte améliorer la qualité de l'enseignant. Mariam Mbengefa Mbendambay et Antoumar. Nouveau manuel de lecture et de mathématiques pour l'école sénégalaise. Depuis 1979, c'est la première fois que le Sénégal adopte le programme qui utilise une entrée par les compétences. Le Sénégal s'est rendu compte que le premier programme, là, le 79, était un programme qui appuyait surtout les enseignements apprentissages sur les contenus, approche par les contenus. Nous avons abouti à des résultats où, effectivement, au niveau des acquis des élèves, les élèves étaient plutôt portés vers surtout le verbalisme, et surtout l'encyclopédisme. Une initiative bien appréciée par les syndicalistes des enseignants qui estiment que cette réforme peut contribuer à une véritable révolution. Les nouveaux manuels présentent un double avantage. D'abord, leur octroi gratuit à l'ensemble des élèves du CICP, c'est quand même un geste qu'il faut saluer. Et ensuite, la procédure même de leur choix, leur certification par des experts, pour voir leur conformité avec les méthodes pédagogiques, les contenus choisis, les démarches curriculaires. Et cela également présente un avantage parce qu'il nous faut travailler pour la qualité. Ce curriculum qui concerne les élèves de la CI et CP pour la première étape connaît beaucoup d'innovations. Le curriculum d'éducation de base, le nouveau, comprend à la fois un volet programme, donc fondé sur ce qu'on a appelé l'approche par les compétences. Maintenant, ce n'est plus les contenus. Ce ne sont plus aussi les objectifs, mais c'est les compétences. Il y a aussi le volet formation des enseignants parce que c'est du nouveau. Donc il fallait aussi recapaciter les enseignants qui ont été effectivement façonnés dans l'ancien programme. Il y a le volet manuel et support. Parce que vous savez, chaque fois qu'il y a un nouveau programme, il faut avoir de nouveaux manuels, il faut avoir de nouveaux supports. Il faut aussi renforcer les capacités des enseignants pour qu'ils soient en mesure d'enseigner le nouveau programme. Précisons que ces manuels sont accompagnés de guides du maître qui permet à l'enseignant de pouvoir les exploiter. Ils seront gratuitement distribués au niveau des écoles publiques.
Parlons sport avant de refermer cette édition. L'ancienne capitaine des Aigles du Mali, Amchetou Meigaba, présidente du conseil d'administration de Spécial Olympique, a organisé un camp de basketball de 2 jours en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Mali. Environ 250 enfants déficients participent à cette initiative, nous disent ici Aminata Mariko et Cheikh Tidiane Koulibaly. La prise en charge des enfants handicapés mentaux fait partie des soucis des responsables du Spécial Olympique. Pour ainsi permettre aux enfants déficients intellectuels de s'épanouir, le programme Spécial Olympique avec ses partenaires s'intéresse à cette frange fragile de la société à travers un camp de basketball de 2 jours. Une série de formations sur les techniques de base de basket mettent un accent particulier sur l'éducation et l'importance de l'inclusion dans tous les aspects de la vie civile pour toutes les femmes et les personnes avec des besoins spéciaux. En ce qui nous concerne les États-Unis, à travers cette assistance de ce programme, nous apportons notre aide et notre soutien au gouvernement de Mali pour qu'il puisse atteindre cet objectif. La présidente du conseil d'administration de la structure, l'international Amchetou Maïgaba, a souligné que la pratique du sport permettra aux déficients intellectuels souvent délaissés de s'épanouir et de dépasser leurs différences. Il s'agit également d'éveiller la conscience de la population sur la nécessité d'apporter une aide aux handicapés mentaux pour qu'ils s'intègrent dans la société. J'ai en effet le privilège de prendre part à ce programme Sport Samboy qui permet par l'alliance du sport et de la diplomatie à des athlètes professionnels américains de partager leurs connaissances dans leur sport, afin de promouvoir l'auto-indépendance, l'importance de la réussite à l'école et la pratique du sport chez les jeunes. Le ministre malien de la Jeunesse a assuré la présidente du soutien du gouvernement. Nous pensons que cette jeunesse qui vit avec une différence peut être prise en compte et doit être prise en compte, encadrée et promue. Et nous pensons que cette initiative-là s'inscrit dans ce cadre. Un représentant de la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, a émis le vœu de voir cette initiative réussir pour répondre aux ambitions de la fondatrice des Spécial Olympiques, l'américaine Hans Kennedy Shriver et de Amchetou Maïgaba. J'ai le sentiment d'un devoir accompli à ma qualité de représentante de la première dame qui est marraine de Spécial Olympique. La première dame est prête à accompagner Amchetou Maïga sur tout le long de son parcours qu'elle souhaite bien voir enrichi de jour en jour et d'année en année. Spécial Olympique est un programme international d'entraînement et de compétition sportive pour les enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle. Durant 2 jours au Palais des Sports de Bamako, environ 250 enfants bénéficieront à travers un camp des expériences de la professionnelle de la WNBA, Amchetou Maïgaba et autres. Ce mot de sport met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.